Ce que nous allons découvrir aujourd'hui se cache dans le département de l'Ain, niché dans la plaine des Dombes. Il s'agit d'un hangar qui n'attire tout d'abord pas le regard, mais dès la porte entr'ouverte, un trésor se dévoile alors. Une multitude de véhicules plus ou moins anciens apparaissent, où chaque modèle a une histoire. Le conservatoire, qui n'est pas un musée, accueille dans ses locaux, sur plus de 7000 m², quelques 280 véhicules entièrement restaurés sur une période allant de 1886 jusqu'à nos jours. Celui qui se charge de nous commenter cette visite, c'est Michel, un membre de la Fondation Berlier, ancien salarié de cette entreprise et l'un des guides du conservatoire. Il ne faut voir dans l'effort que je fais que mon ardent désir de voir enfin se réaliser le rêve de toute une vie, la création d'une vaste et florissante cité industrielle. Telle était l'ambition de Marius Berlier. Sur cette colline travailleuse de la Croix-Rousse, naît en 1866 Maurice Berlier, l'aîné d'une fratrie de 7 enfants. De cette famille issue du nord de la France, son père crée à Lyon un modeste atelier de tissu pour coiffe de chapeau. À 15 ans, Marius rejoint l'atelier familial, suit des cours de mécanique et d'anglais et construit bientôt son premier moteur. Rapidement, en 1902, il acquiert 5000 m² dans le quartier lyonnais de Montplaisir, ce qui devient la première usine Berlier. Mais qui fut Maurice Berlier, le fondateur qui a créé un véritable empire automobile ? Michel va donc nous parler des débuts prometteurs de ce personnage de génie. Donc c'est un rocher. Donc il aurait dit qu'il avait raté le vélo mais qu'il ne raterait pas l'automobile. Et donc Rocher, c'est la famille après associée avec les Césaire qui a fait les voitures Rocher Césaire. Donc ça, c'est son premier atelier, oui, là-haut, Marius Berlier. Donc il a, c'était un grand rouge. Ah oui, dans Carochot, voilà. Et donc, puisque son père était canu, Marius Berlier, il travaillait, il faisait des tissus pour faire des coiffes de chapeaux. Et donc il avait un métier jacquard, que vous verrez d'ailleurs, que vous avez pu apercevoir. Et donc lui c'était un peu le technicien, il tournait la boutique. Et puis la nuit, il bricolait. Et puis son père lui dit, mais arrête de faire tes conneries là, parce que ça n'a aucun avenir la voiture. Et donc il a fait son premier moteur en 1894 et sa première voiture en 1895. Et pour qu'elle puisse passer par la porte de chez lui, elle est très étroite, elle fait 90 cm de large. Et il a fait ça en cachette de son père. Et en 1895, et en 1900, il avait déjà 200 ouvriers. Et il est monté très vite en puissance. Regardez, on a une photo là-haut, en 1912. Ils vendaient des voitures déjà au Japon. Ils exportaient à l'époque 50% de leur production à l'étranger. De ce petit homme timide et réservé, qui parle peu, écoute, réfléchit et tranche, est née une des plus grandes aventures industrielles du XXe siècle. Il devint ainsi cet industriel visionnaire, créateur d'un empire automobile. Grâce à la politique d'expansion internationale menée par son fils Paul, celui désigné comme successeur de l'entreprise en 1950, la marque Berlier devient alors une référence dans le monde entier. En 1910, Marius Berlier, dont son entreprise est en plein développement, fait construire à proximité de son usine une villa dans le style Art Nouveau, un modèle très en vogue dans les milieux bourgeois de l'époque,
où il fait appel aux plus grands spécialistes comme l'ébéniste Louis Marjorel ou bien encore Jacques Gruber pour les vitraux. Le parc est également remarquable et a fait l'objet de soins attentifs de la part de son propriétaire. Cette villa est devenue maintenant le siège de la Fondation Berlier. Nous allons aujourd'hui découvrir ce conservatoire qui n'est pas un musée, grâce à notre ami Michel, qui va nous conduire à travers les allées où sont exposés l'essentiel des véhicules que constitue la Fondation Berlier. Marius Berlier s'intéressa à la mécanique en réparant des pièces pour les métiers de son père. C'est donc naturellement dans le quartier de la Croix-Rousse où il est né que surgira dans un petit hangar la première voiturette surnommée la Pantoufle. À cette époque, d'autres constructeurs construisirent des véhicules à moteur, comme l'Atil, que Michel va maintenant nous présenter. Et donc il est classé au monument historique celui-là. Ah d'accord, ok. Ensuite vous avez celle-ci, c'est une Latine qui est classée au monument historique aussi. Alors ça, ils faisaient ça dans la journée. Vous veniez, là il y avait les brancards, vous veniez avec le cheval, c'était une carriole avec un cheval devant, et dans la journée ils nous ont transformé en automobile, ils nous mettaient un moteur, c'est un moteur ADR dessus, hein. Donc il y a un moteur transversal aussi, et on est en 1898 là. Et en un an, regardez ce qu'il a fait. En un an, en 1899, le même constructeur a fait une automobile. La différence entre les deux. Jusque-là, je pense que À partir de 1905, Marius Berlier cède la licence de fabrication de 4 automobiles pour 500 000 francs or à l'American Locomotive Company, ce qui fut une source de développement industriel décisif pour lui. Ce fut aussi le moment que Berlier choisit pour adopter son célèbre emblème représentant une locomotive chasse-buffle. Il a tellement bien payé lorsqu'il a fait la fabrication de Berlier, et qu'il a donné 500 000 francs or à l'époque, hein, plus des royalties pour chaque véhicule construit. Et en échange, Marius Berlier était vraiment content qu'il a pris comme sigle la locomotive, puisque ce monsieur était constructeur de locomotive à vapeur. Hein, et d'où le sigle Berlier, la locomotive. Hein. D'accord. Et après qui a été stylisé. À partir de cette époque, Berlier produit des voitures particulières, essentiellement des modèles de luxe, jusqu'en 1939, avec une parenthèse pendant la Première Guerre mondiale pour une production de véhicules destinés à l'armée française, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Admirons donc la beauté de ces voitures prestigieuses, dont l'une d'elles a gagné le rallye de Monaco en 1912 avec une Berlier 16 HP. Mais le bijou de la Fondation est un véhicule unique, type L1 de 1923, que Michel va nous parler. On a retrouvé, elle n'est pas là, cette voiture, elle était sur les strates là, mais elle a de participation, on a trouvé l'argent pour la restaurer. C'est une voiture qui était à la Croix-Rousse, qui était emmurée. C'était au cours d'une démolition, on trouvait cette voiture en voiture. À l'histoire, cette voiture, elle aurait appartenu à Édouard Herriot, l'ancien maire de Lyon. C'est une voiture qui est très rare, elle a été faite à 10 exemplaires. Une grosse limousine Berlier, c'est de 1934. Et on l'a retrouvée emmurée à. On connaît un peu maintenant l'histoire, c'est quelqu'un qui devait sûrement détruire. Et qui avait planté la voiture pour pas qu'on le détruise. Nous oublions maintenant
qu'il y a déjà un siècle, la traction électrique propulsait déjà les véhicules, que ce soit des voitures de course ou bien des camions, et Michel nous l'explique parfaitement. Et le pare-brise. D'accord. Ça Mais fait c'est quoi combien de mètres là? ça fait du 10 secondes au 100, ça, non Ça monte jusqu'à 130 km/h. Ah, quand À même. l'époque. Non. Hein? Si. Il y a 100 ans. 130 Ben, il faut aller sur km/h. l'autoroute, imagine, hein, 130. Il faut savoir que la première voiture qui a dépassé le 100 km/h, c'est la jamais contente, 1888, c'était une voiture électrique. Hein? Ah ouais. Il y avait déjà une voiture électrique. C'était une voiture électrique. On n'a rien inventé du tout comme ça. On n'a rien inventé. Vous verrez, dans notre collection, on a un corbillard électrique. Hein, des années 1920. Il faut savoir qu'en 1920, la moitié des taxis à Lyon étaient électriques. Mais À Lyon. c'est-à-dire, ils avaient quoi, une grosse batterie? Ils avaient 2 tonnes de batterie. Hein, mais il y avait quand même 40 km d'autonomie. Et donc, les cimetières sont pas loin des églises, généralement. Hein. Le conservatoire abrite une locomotive à vapeur dite Colibri, construite par Marius Pathet en 1885, qui a fait l'objet d'une ordonnance de conservation en 1994. Mais Berlier est aussi constructeur et réparateur de matériel moteur pour les réseaux ferrés. C'est une activité qui a été créée afin de compenser les fluctuations d'activité causées par les guerres, mais également les différentes politiques d'État de l'époque. Berlier fut également un constructeur d'autobus, et déjà en 1913, il construisit une flotte d'omnibus à Impérial pour la ville de Bristol en Grande-Bretagne. Entre 1969 et 1971, Berlier livre à la RATP 560 autobus PGR, dérivés du modèle Berlier PC-MR. Malheureusement, ce bus, inconfortable et bruyant, ne contribuera pas à favoriser les transports en commun parisiens. La construction des autocars par Berlier a rencontré le succès dès 1921 avec son autocar de tourisme largement exploité en ligne régulière sur les routes des Alpes, du Dauphiné et jusque dans celles du Massif central. Un véhicule insolite Rochet Schneider, ce constructeur lyonnais qui a fusionné avec Berlier, préfigure nos camping-cars actuels dès 1931. Avec son intérieur d'époque unique, ce véhicule utilisé par un forain servait de logement, mais également de lieu de travail. À ce propos, Michel connaît une petite anecdote intéressante concernant ce véhicule original et nous la partage donc. On a découvert il n'y a pas longtemps, il y avait une trappe sur le lit. Ah, et ça s'arrête de nouveau de sang, non? Non, à mon avis, il devait recevoir des fois de temps en temps et s'il était pris, ben, je pouvais le sauver par-dessous. On a découvert ça parce qu'un jour, on n'arrivait pas à l'ouvrir. On a les serrures décoincées. Et donc on a cherché, puis il y en a un qui a dit « Je vais passer dessous », puis il a mis une trappe. J'ai passé par la trappe. C'était en cas d'adultère, non? Parce qu'il y a un vrai lit, hein, pour voir, c'est superbe. Le conservatoire Berlier ne détient pas seulement des véhicules anciens. Sa vocation a aussi un but pédagogique et accueille des écoles, des entreprises, bref, tout ce qui se rapporte à la technique automobile. Des moteurs, boîtes de vitesse et tous les accessoires liés à ces mécaniques sont donc présents. Il est même possible, avec un peu d'énergie musculaire, d'animer ces mécaniques à la force des bras.
Déjà pendant la Première Guerre mondiale, Berliet fournira le poids lourd emblématique de type CBA, un modèle d'une robustesse légendaire, ce qui va représenter plus de la moitié de la flotte circulant sur la voie sacrée, soit près de 15 000 véhicules au total. D'autres constructeurs fourniront aussi l'armée française, comme le Renault EG et ses 4 roues motrices et directrices, le Peugeot Type 1525 de 1917, destiné au transport de troupes également. Si Berliet a fourni des camions pendant la Grande Guerre, il a également construit des chars, semblables aux chars Renault FT, mais avec néanmoins quelques différents détails que Michel va nous décrire. Les premières batailles de chars, elles ont eu lieu en mai 1918. C'est vraiment la fin de la guerre. Il y a eu quelques batailles avant avec des chars anglais, mais qui pesaient 70 tonnes et qui s'embourbaient de partout. Hein. Et Renault avait fait un char, donc le FT-17, et comme ils n'avaient pas la capacité de tout construire, donc tout le monde participait, donc Lyon en a fabriqué, Berliet en a fabriqué. Le char Berliet est différent du char Renault parce que vous verrez sur la photo, le char Renault, c'est des facettes qu'il y a au niveau de la tourelle, hein, qui sont rivées. Et le char Berliet, il est d'un seul plan, il est fait à Ugine. C'était moulé, c'était fondu à Ugine. Et le moteur, c'est un moteur Berliet. Alors pour la petite anecdote, parce que celui-là, il tourne comme une montre. On l'a fait tourner dans la cour, là, il y a 3 ou 4 ans, parce qu'on est en pleine commémoration de la guerre en ce moment, hein, donc de 1914. Et les gens du musée Renault sont venus nous voir parce qu'ils ont un char Renault dans leur musée, mais ils n'arrivent pas à le mettre en route. Il n'est peut-être pas en état. Il a un moteur Renault. Il a un moteur Renault, il n'arrive pas à tourner. Donc ils voulaient faire un film sur le char Renault, et donc ils sont venus nous voir. Et on s'est fait plaisir parce que le gars qui l'a conduit, là, les 2 gars que vous avez vus tout à l'heure, ils ont tourné dans la cour. Là. Il y a encore des graviers sur les chenilles, hein. Et lui, il tourne. Donc ça remonte un petit peu, ça fait plaisir de temps en temps. Ça coûte rien de se faire plaisir. Et donc Berliet en a fait 1050 à Vénissieux. Hein. Il y a un autre constructeur à Lyon qui en a fait 300 et Renault en a fait à peu près 3000. Si Berliet a débuté avec la construction de voitures particulières, son activité la plus connue, c'est bien le domaine des poids lourds. C'est sur ce secteur que le constructeur se présente en 1907 avec le type L, puis en 1909 avec une version plus aboutie de type M. Le camion CBA, également emblématique pendant la Première Guerre mondiale, fut produit entre 1913 et 1932 et ses déclinaisons sont multiples. Puisqu'un modèle porte-alambic nous est proposé sur le site. Il se déplaçait alors de village en village pour proposer une distillation ambulatoire. D'autres versions sont aussi visibles comme le porte-missile VTE de 1969, le Berliet gazogène fonctionnant au bois de 1932, ainsi qu'un autre de 1938. Les camions Berliet sont encore présents dans l'imaginaire d'un visiteur de ce jour, et Marc se souvient encore du véhicule qu'il conduisait lors de son service militaire. Au bout d'un mois de permis, ils m'ont mis pour faire les poubelles, ils te testaient avant de prendre celui-là, ils te testaient. Donc, je faisais les poubelles le matin, et là, le soir, je faisais les permissionnaires, c'est-à-dire que ça sentait trop. C'est infernal. Tu ne pas. Et j'ai fait 10 000 km là-dedans, et on faisait des manœuvres, et on ne marchait pas avec les phares
On marchait avec les Blackwood. Avec les Blackwood. Avec les Blackwood. On marchait pas avec les Blackwood. Blackwood, c'est les petites guerres. Ouais, mais il y en a pas mal qui allaient dans les fossés. Parce qu'en plus, les gars, ils buvaient pas de l'eau minérale. Après des décennies d'une épopée sans pareille, 1978 marque le terme d'une grande aventure, puisque cette année-là, Berliet devient Renault Véhicule Industriel après l'absorption de la Savième. Le dernier modèle qui surgit des chaînes de fabrication est le TR350, qui reprend certains codes des gigantesques trucks venus des USA et importe alors en Europe un peu du rêve américain. Les pistes de sel empruntées par les caravanes de chameaux ont longtemps été les seules voies de communication terrestre entre le Maghreb et l'Afrique noire. Après quelques tentatives, la mission Sahara-Niger en 1926, avec des véhicules 6 roues Berliet et Renault, permirent la création d'une ligne transsaharienne. La société Lafly est également présente dans cette aventure et a joué un rôle pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce constructeur spécialisé dans la conception de véhicules tout-terrain a fourni les Lafly W15T à l'armée française et ces véhicules ont été utilisés dans les colonnes du général Leclerc qui a contribué à réaliser le serment de Koufra. Vous voyez les Lafly sur la colonne Leclerc au départ de Koufra. Ouais. Vous savez, vous connaissez la petite histoire ici de ces camions. Bon, ceux-là, ils sont jamais à Koufra. Nous, c'est des reconstitutions qu'on a fait de ce véhicule en Libye. Et là, celui-là, en réalité, c'est un véhicule incendie qu'on a transformé. Mais il fallait qu'on fasse voir des véhicules de la Deuxième Guerre mondiale, et surtout à Koufra. Donc, vous savez que vous connaissez la petite histoire de cette fameuse bataille où on a gagné il y avait les Italiens en face. Hein. Et puis il y avait Rommel aussi. Et à Koufra, on aurait dû perdre. Mais Leclerc, il a été plus intelligent, il a fait tourner les véhicules. Il n'y avait qu'une dizaine de véhicules. Ils ont tourné, ils ont fait beaucoup de fumée. Et les autres, en fait, sont des punaises. Ils sont toute l'armée ici. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné la bataille. Mais on ne peut clore cette visite du patrimoine de Berliet sans parler de la recherche pétrolière saharienne. En effet, Berliet a présenté au Salon de l'Automobile en 1957 le T100, qui était à l'époque le plus grand camion du monde. Ce monstre aux dimensions hors normes trône au fond du grand hall et Michel va nous le présenter. Je le connais bien parce que j'ai participé à son retour en France. C'est pour une carrière, ça. C'est pour une carrière, non? On va y venir. Le T100, il est né comme un enfant. Période de gestation, 9 mois. Entre le moment où ils ont fait le premier trait sur la planche de dessin et le moment où il est sorti de l'usine. Ce véhicule, il a été fabriqué pour les pétroliers. Ouais. Parce qu'en recherche pétrolifère à l'époque, dans le Sahara, c'était dans les régions de dunes. Hein. Et quand on cherche du pétrole, on monte un derrick, on fore, puis quand le jus sort, ben on met un robinet, puis on va forer un peu plus loin. Le problème, c'est qu'il fallait transporter le derrick, des fois 1 kilomètre à travers les dunes, hein, et puis tous les gros compresseurs des charges, ce qu'on appelle indivisibles, de 20 à 30 tonnes, et les pétroliers nous avaient demandé de faire un véhicule qui passe de partout. Et ce véhicule, Paul Berliet a demandé à ses ingénieurs: je veux un véhicule où la pression au sol
soit l'équivalent de la pression d'une patte de chameau. Et ce véhicule, quand vous prenez la pression au sol, hein, donc la force qui appuie sur le sol, hein, elle est de 900 grammes au centimètre carré. Pour un véhicule qui fait 66 tonnes à vide. Hein. Donc tout ça, c'est la configuration du véhicule, et puis la surface au sol des pneus. Hein. C'est des pneus qui font quand même plus de 2 mètres de diamètre. Hein. Et donc, dans le sable, vous dégonflez un petit peu pour avoir encore un peu plus de surface. Et ce véhicule, il passait de partout. Et quand on le regarde sur un film, il roule pas dans le sable, il roule sur le sable. Il s'enfonce pas dans le sable, il passe de partout. Par contre, la consommation à l'époque, en passage de dune, c'est du 200 litres au 100. Mais bon, c'était pour des pétroliers. Donc, ce véhicule a été fait en 4 exemplaires. Donc, il y en a eu 2 qui étaient en Algérie, donc il y avait celui-là, qui était blanc, et puis à l'époque, fin 80, Paul Bernier nous a demandé de repeindre le véhicule sur place. Hein, donc il était à Sidi Saoud, sur les puits de pétrole. Il s'en servait plus depuis déjà plusieurs années. Hein, il était blanc, et on l'a refait en couleur sable. On a changé les pneus, et on a refait le moteur auxiliaire. Il y a un moteur Panhard à l'arrière du véhicule, qui servait pour charger les batteries, et en cas de panne pour la direction et les freins. Il faut savoir que là-dessus, vous avez 4 disques de freins par roue. C'est des freins d'avion, c'est des freins de marque Bombardier. Bombardier est le constructeur d'avions. Un disque. Hein. Vous avez un moteur qui fait 29 litres de cylindrée. Hein. Donc le premier qui est sorti en 600 chevaux. Mais après, avec un réglage de pompe, on l'a passé à 700. Il y a une boîte de chargeur derrière. Hein. Et il avait la clim déjà. Il fait 4,80 m de large. Hein. Il fait presque autant de haut, il fait presque 5 mètres. Donc le numéro 1, c'était celui-là, et il y avait le numéro 2 qui reste en Algérie. Le numéro 3, il avait une benne, mais lui était à 155 tonnes, et il travaillait dans des mines d'uranium en France. Il était découpé au chalumeau. Et le numéro 4, il avait une cabine qui faisait toute la largeur du véhicule, une cabine avancée. Et comme moteur, il avait une turbine d'hélicoptère. Mais bon, ça n'a jamais été le cas. Il a fait des travaux. Dis donc, pour l'amener sur la route, là. Alors celui-là, on l'a amené, je vous ferai voir les photos, je les ai dans la voiture. Par hélicoptère, non? Non, on l'a tiré parce qu'on voulait pas le faire tourner le moteur. On l'a tiré derrière un TVH, hein. Et donc on l'a pris en remorque. Et on a même fait des pointes à 80 km/h. En remorque. Moi, je l'ai accompagné jusqu'à la frontière tunisienne. Du temps lui a fait. En Allemagne, c'est comme d'habitude. Et donc il est revenu, il était présent en France, il était en janvier 80. Avec la découverte de ce conservatoire, l'œuvre originale de cet industriel visionnaire, nous découvrons un patrimoine merveilleux. À travers ces nombreux véhicules exposés sur ce site, qui portent haut le témoignage de l'activité créatrice de notre civilisation, on s'interroge aussi sur la place que doit tenir la culture industrielle dans notre société. I've earned the cost and now I've paid it.